Bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement... Oula. Alors, soit il y a un... Ouais, merci. Je suis Simon Boutini, je suis rédacteur en chef de la correspondance de l'enseigne, qui est un hebdomadaire né il y a aujourd'hui 36 ans, qui est une aide d'information spécialisée sur le commerce et l'immobilier commercial, qui est un hebdomadaire qui ne vit que de ses abonnements et sans publicité. Et nous traitons depuis donc de nombreuses années du développement des enseignes, des rachats, des stratégies d'implantation, des mouvements d'organigramme, des mouvements législatifs, en fait de tout ce qui compose de près, et plutôt pas de loin, plutôt même de très près, la chose du commerce et de l'immobilier commercial. Je vais vous donner quelques trucs, quelques idées qui vont vous permettre, quand vous n'êtes pas forcément familier de la question, de vous orienter pour le choix de votre emplacement. On peut avoir l'impression que le choix de l'emplacement, une fois qu'on a choisi sa franchise, qui est quand même souvent un peu le gros morceau finalement, parce qu'on vient avec une idée ou pas d'idée, et c'est vrai que s'il s'agit de vendre de la literie ou des croissances, c'est quand même pas tout à fait la même activité, et ça demande quand même de savoir un petit peu où on va. Néanmoins, c'est pas un copain développeur, c'est même la quasi-totalité des développeurs pourront vous le dire. On me l'avait dit un jour sous forme d'anecdote. Un bon concept sur un mauvais emplacement, ça va durer 6 ans. Un très bon concept sur un mauvais emplacement, ça va durer 6 mois. Si vous voulez, on dit toujours, les Américains le disent, plutôt en anglais, ils disent location, location, location. Le plus important, quelque part, quel que soit le produit que vous vendiez, c'est l'emplacement. Et il se trouve que l'emplacement, pour compliquer un peu les choses, c'est pas forcément le même suivant le produit que vous allez vendre. Et la zapette n'est pas d'accord. Ah, ça y est. Hop. Une fois que vous avez décidé de vous lancer, pour choisir votre emplacement, vous allez avoir 2 vraies questions fondamentales à vous poser avant tout, qui sont, excusez-moi, hop, à qu'est-ce que je vends et à qui je le vends. Les deux questions sont quand même assez étroitement liées. Maintenant, elles nécessitent quand même de se les poser. Parce qu'évidemment, suivant, je reviens à mon exemple de tout à l'heure qui est un petit peu excessif, mais je trouve qu'il image bien la question. Si vous vendez de la literie ou de la petite bijouterie, bah vous n'allez pas vous installer au même endroit. Parce que dans le premier cas, vous allez avoir besoin de grandes surfaces pour montrer vos produits. Dans l'autre cas, vous allez pouvoir vous installer sur des magasins beaucoup plus petits. C'est pour ça qu'en général, la literie, on retrouve des surfaces qui démarrent à quelque chose comme 300-400 mètres carrés pour monter jusqu'à un petit peu plus de 1000. Et que sur la bijouterie fantaisie, vous avez plutôt des magasins qui sont de l'ordre de 30 à 60-70 mètres carrés quand on parle des Pandora, des Claire's et ainsi de suite. Une fois que vous avez répondu à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir les petites surfaces, logiquement, hein, vous allez les trouver plutôt en centre-ville. Les grandes surfaces, vous allez les trouver plutôt en périphérie. C'est pour ça que vous allez retrouver plus de literie dans les zones commerciales et plus de bijouterie fantaisie dans les centres-villes. Ça répond à la qualité de votre produit. Qu'est-ce que vous vendez et donc à où vous allez le vendre. La question de à qui vous allez vendre ce produit-là est également extrêmement importante. Parce que ça, c'est la question du positionnement de votre enseigne. Le positionnement de votre enseigne, au-delà de la question du produit, c'est la stratification des catégories socio-professionnelles auxquelles vous allez vous adresser. C'est-à-dire que si vous avez un concept de literie du genre, alors je ne sais pas s'il fait de la franchise ou pas, mais du genre ma literie prestige, vous n'allez pas vous installer dans des zones très populaires. De la même façon que si vous faites de la bijouterie, si vous vous appelez Claire's par exemple, qui sont plutôt de la petite bijouterie fantaisie à pas très cher, vous n'allez pas vous installer au même endroit que si vous êtes la guilde des bijoutiers. Vous n'avez pas tout à fait le même produit, vous n'adressez pas la même clientèle.
Donc, votre zone de chalandise ne sera pas tout à fait la même. Il ne faut pas installer, plutôt pas en tout cas, un concept populaire dans des zones très aisées, et inversement. C'est-à-dire, si vous installez un concept extrêmement haut de gamme dans des zones très populaires, ça va être rapidement très compliqué, si vous voulez. Vous n'allez pas rencontrer votre public. Si vous voulez, l'emplacement, c'est vraiment l'endroit où votre public, vous allez lui adresser votre produit. C'est vraiment l'endroit de la rencontre. Et dans le commerce, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. On a beau vous dire qu'avec Internet, aujourd'hui, on fait des choses absolument formidables. Il y avait une étude qui était sortie il y a... ça commence à dater un petit peu maintenant. Je crois que c'était l'ICSI et c'était au début des années 2010. Ça date un petit peu, mais la logique est toujours valide. Qui est que quand un site Internet qui ouvrait des magasins dans une zone donnée, le site Internet faisait plus 20% sur la zone. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'inversement, si vous fermiez un magasin sur la zone en question, le site Internet faisait X% de moins. Et c'était assez important. On était dans des rapports de moins 10, moins 15, moins 20, moins 30% de ventes qui se faisaient par le site Internet sur cette même zone. Donc si vous voulez savoir où vous allez vous mettre, ça va conditionner... Choisir à quel franchiseur vous vous adressez, évidemment, c'est hyper important. Savoir si le produit que vous allez vendre vous convient, c'est extrêmement important aussi. Parce que si vous vendez un truc auquel vous ne croyez pas, ou qui ne vous intéresse pas, fatalement, vous allez vite avoir des problèmes. Néanmoins, là où vous allez le vendre, mais c'est au moins... franchiseurs me pardonneront, mais ils le savent très bien, et en particulier leur directeur immobilier. Ça va être 70 à 80% de la réussite de votre projet. Voilà. Si vous vous mettez n'importe où, il ne faudra pas vous étonner d'avoir de mauvais résultats. Et donc, j'y viens. Vous avez, j'en parlais tout à l'heure, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Un petit aparté rapidement. Je ne prendrai pas de questions particulières à la fin. Je prendrai que des questions de la salle. On prendra le temps, 10 minutes, 15 minutes si vous voulez pour y répondre, mais je ne prendrai pas de questions particulières. Par contre, on fera circuler des micros. Alors, la stratification des emplacements, évidemment, vous n'allez pas retrouver, on en parlait tout à l'heure, les mêmes concepts en centre-ville qu'en périphérie. En centre-ville, vous allez retrouver beaucoup de petites surfaces, souvent entre, on va dire, fourchette large, entre 30 et peut-être 400-500 mètres carrés pour ce que vous allez trouver de plus grand. Et encore, en centre-ville, ce sont des surfaces qui sont finalement assez rares. Où vous allez avoir énormément de concurrence entre les enseignes pour se les approprier, parce que les centres-villes français sont souvent des centres-villes assez anciens et qui sont assez mal adaptés au commerce moderne, qui demandent des surfaces assez spécifiques suivant les concepts et les produits. Et quand vous avez des enseignes qui s'installent sur de grandes surfaces, vous vous retrouvez assez rapidement en concurrence avec les alimentaires, vous vous retrouvez en concurrence avec les gros succursalistes de l'habillement qui ont beaucoup de moyens, ce qui fait que, les emplacements sont rares, ce qui est rare est cher, et surtout, les gens se battent pour les avoir. Donc, globalement, les emplacements de centre-ville, on est sur à 80%, 90%, c'est du 30, 120, 150 mètres carrés. Quand vous allez au-dessus, ça va commencer à se raréfier quand même beaucoup plus. Le centre commercial, qui est la propriété souvent d'un bailleur exclusif, vous allez retrouver des surfaces qui vont être un peu identiques aux celles de centre-ville, peut-être avec un peu plus de moyenne surface. C'est un espace évidemment clos, avec des loyers qui sont souvent plus élevés. Si le centre-ville, si vous voulez, est peut-être plus un commerce d'impulsion, comme on dit. C'est-à-dire que, on parlait de la petite bijouterie, ainsi de suite, ce sont des commerces où vous passez devant, la vitrine est sympa, le produit est chouette, le client rentre. C'est à l'occasion d'une promenade, par exemple. Sur le centre commercial, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que le centre commercial en lui-même est une destination. C'est-à-dire que les gens vont dans un centre commercial, ils prennent leur bagnole, ils ont décidé d'y aller pour la matinée, la journée, l'après-midi, j'en sais rien. Mais les commerces qui sont à l'intérieur du centre commercial, eux, vont être beaucoup des commerces de destination, à l'exclusion de ce qu'on appelle les locomotives. C'est-à-dire que les centres commerciaux sont bâtis comme ça. Vous avez une offre dedans à... je vais vous dire n'importe quoi, mais grosso modo, retenez cette idée-là, entre 10 et 20% de ce qu'on appelle des locomotives.
qui sont les enseignes pour lesquelles les gens se déplacent. Historiquement, en France, c'est beaucoup les alimentaires, ce que les Américains n'ont pas, ce qui ont expliqué pas mal de déboires avec leurs centres commerciaux et que vous n'aurez jamais chez nous. Dead Mall, il n'y a pas de Dead Mall en France. Il y en a 3, 4. Il y a Bobigny 2 qui a été démoli il n'y a pas longtemps. Il y a, ils vont m'en vouloir, mais bon, il y a Shell 2 qui a jamais été un truc extraordinaire. Vous en avez quelques-uns, mais globalement, le fait que les locomotives en France soient des alimentaires et que les gens aient besoin d'aller faire leurs courses pour manger et ont besoin d'aller là-bas fait qu'il y a assez peu de dead mall. Bref, je reviens à mon histoire de locomotive. Vous allez retrouver donc les grands alimentaires où les gens vont faire leurs courses, les grandes surfaces d'habillement, c'est-à-dire les Zara, les Primark et ainsi de suite, qui génèrent énormément de flux. Et peut-être à côté de ça, de façon un petit peu plus marginale, vous allez retrouver les grandes enseignes de meubles. Voilà. Alors les Ikea étant un cas un peu particulier, étant donné qu'ils ne sont plutôt pas en galerie marchande, ils ont souvent d'extrêmement grandes surfaces qui sont posées à côté. Donc le centre commercial, à retenir, je vous ferai la synthèse après, ce sera plus simple. Et enfin, vous avez le retail park, qui là sont des zones de périphérie, qui ne sont pas vraiment les routes du meuble, même si c'est vrai qu'elles y sont un petit peu apparentées, qui sont des zones de périphérie beaucoup plus organisées qu'elles ont pu l'être à une époque, aujourd'hui plus conceptualisées, parfois même un petit peu plus chères que ce qu'elles étaient, parce qu'à une époque on était à 80, 90, 60 balles du mètre, en termes de loyer je veux dire. Aujourd'hui sur des retail parks un peu bien fabriqués, un peu marketés, un peu sympa, vous montez quand même rapidement à 100, 120, 130, 140 balles. Mais le retail park, vous êtes dans des zones de périphérie, vous avez des surfaces de magasins qui sont beaucoup plus grandes parce qu'il y a de la place. Et là, globalement, vous allez retrouver quand même très peu, et là c'est extrêmement marginal, de petites surfaces. Vous n'avez pas de 40, 30 mètres carrés, ou alors vraiment vous tombez sur un truc un peu, c'est un peu le mouton à 5 pattes. Non, là-bas, les surfaces minimum, c'est souvent à partir de 250 mètres carrés, là en moyenne, hein. Et vous allez tirer jusqu'à 5, 6, 7, 8, 10 000 mètres carrés. Là, avec une majorité de très grandes surfaces, vous l'aurez compris, vous allez avoir beaucoup de commerces de destination. C'est-à-dire que les gens se déplacent pour aller dans ces enseignes-là. Ce n'est pas une promenade. Prenez pas votre bagnole pour aller dans la zone commerciale X ou Y en vous disant tiens, je vais aller me promener et puis si je trouve un truc marrant en passant devant, je vais rentrer. Non, déjà en général, souvent les façades sont plutôt aveugles. Alors c'est de moins en moins le cas, mais c'est pas des vitrines vendeuses. Vous voyez, vous avez des grandes vitrines, des magasins très grands, vous avez des entrées avec des portes coulissantes, un front de caisse gigantesque. Et si vous voulez, voilà, donc vous êtes quand même à 90% dans de la destination. Si vous voulez retenir une petite synthèse du centre-ville, centre commercial et retail park, c'est pas un absolu que je vous donne, hein, c'est vraiment une boussole. Ça permet de vous orienter et de réfléchir à la question. Pensez que le centre-ville est beaucoup une affaire d'impulsion. Ce sont des gens qui se baladent, qui passent devant un magasin, qui trouvent ça sympa, qui rentrent et qui achètent. Le retail park, j'aurais peut-être dû le placer avant, est beaucoup une affaire de destination. C'est-à-dire que les gens vont là-bas parce qu'ils ont vu, alors aujourd'hui sur le site internet, sur le catalogue, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, Roche-Beaubois, machin, ils ont un canapé qui leur plaisait, donc ils prennent la bagnole et ils vont chercher le canapé qui leur plaît, mais ils vont pour ça. Ils ne se promènent pas. Ce qui interdit pas qu'au hasard de la balade, vous passez à côté, machin, puis vous en profitez pour faire une course, parce qu'il vous manque un maillot de bain pour l'été, ou passez chez Decathlon, enfin, j'en sais rien, bref. Mais le driver du client, c'est pas l'impulsion, c'est fondamentalement la destination. Et dans le centre commercial, vous retrouvez un mix des deux, c'est-à-dire que oui, le centre commercial en lui-même est une destination, que dedans vous avez des locomotives qui sont de pur commerce de destination, mais qu'en même temps, vous avez toute une myriade de petits commerces dedans, enfin petits, et on s'entend, hein, dire 40 à 150 mètres carrés, qui eux sont plutôt de l'impulsion. Vous baladez dans la galerie, il y a un marchand de glace, c'est sympa, vous arrêtez, prenez une glace, et vous trouvez un t-shirt sympa, vous rentrez, vous chassez le t-shirt, vous ressortez, bref. Donc vous êtes un petit peu à la confluence de ces deux phénomènes-là dans le centre commercial. Pour ce qui est de la négociation, on va imaginer que vous avez déjà trouvé ce qui vous intéresse en termes d'emplacement. Moi, alors je vous dis tout de suite, hein, je suis rédacteur en chef, je suis éditeur, journaliste. Je ne négocie pas de bail commercial. Je connais néanmoins énormément de développeurs d'enseignes, je connais très bien les développeurs, je connais bien les agents immobiliers aussi. Et j'ai quand même une vue d'ensemble qui me permet de vous donner quelques trucs, en tout cas, qui sont intéressants. Donc vous avez trouvé votre local. Il vous plaît, il est bien, il adresse à la bonne clientèle, au bon endroit, à la bonne surface, voilà.
qu'est-ce que vous pouvez trouver aujourd'hui? Ce qui ne se faisait pas à une époque, aujourd'hui, vous pouvez beaucoup négocier les travaux avec le propriétaire, notamment dans les centres commerciaux. Ça se fait beaucoup. Avant, on disait qu'on livrait des coques froides, c'est-à-dire on vous donnait le magasin avec les murs, c'était blanc, machin, vide, rentré. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coques chaudes, on vous fait déjà les travaux, on vous aménage votre local. On ne va pas toujours quand même jusqu'à vous mettre les portants et les étagères, mais j'ai envie de vous dire, plus la crise avance et moins on en est loin. Un jour, ils vous tiendront la caisse eux-mêmes. Non, rigolez pas, ils sont capables de le faire. Donc vous pouvez négocier beaucoup d'aménagements travaux, d'accompagnement, qui peuvent prendre la forme d'accompagnement direct ou alors de remise sur les loyers. Vous pouvez demander à côté de ça quelque chose qui se fait énormément aussi depuis quelques années, qui sont les loyers progressifs. C'est-à-dire que, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail, mais il y a un côté un peu gagnant-gagnant. Le bailleur, lui, si vous voulez, quand il va voir son banquier et que le banquier lui demande combien il a de patrimoine, la valeur de son patrimoine est indexée sur ce qu'on appelle son loyer facial. C'est-à-dire que son immeuble va valoir un certain prix en fonction du loyer que ça lui rapporte. Le loyer de référence qui va être pris par les experts est le loyer facial. Ce qui n'empêche pas de demander des aménagements de loyer progressifs sur les premières années. C'est-à-dire qu'en fait, assez bizarrement, l'expert prendra comme référence le loyer facial, mais pas ce qu'on appelle le loyer économique, qui est la somme totale du loyer sur vos 9 années de bail. Donc ça permet au propriétaire de vous faire une remise progressive, si vous le pouvez, sur les 3 premières années, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, d'exploitation. Parce que déjà, il faut savoir qu'un magasin, et il y a une logique économique derrière tout ça, hein, il ne fait pas juste ça parce que ça vous fait plaisir et qu'il est sympa et qu'il vous aime bien. C'est que déjà, un magasin, ça démarre assez rarement, ça arrive, mais il y a toujours un temps de latence entre le moment où vous démarrez, votre chiffre d'affaires de départ, et ce que va donner votre chiffre d'affaires au bout de 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire le temps que les clients vous connaissent, vous reconnaissent, prennent leurs habitudes de venir chez vous. Ce qui fait que vous pouvez demander, par exemple, imaginons que vous avez 10 000 euros de loyer, alors je ne vais pas le prendre comme ça, on va faire plus simple. 100 000 euros, je vais l'annualiser, 100 000 euros de loyer annuel sur 9 ans. Les 3 premières années, vous pouvez demander un aménagement. Première année, vous payez, je dis n'importe quoi, 30 000. La deuxième année, vous payez 60-70 et vous arrivez à ce qu'on appelle le loyer facial, qui est le loyer réel. Vous arrivez à 100 000 à partir de la 3e année et ce 100 000-là va courir jusqu'à la fin de votre bail. C'est-à-dire au bout de votre 3-6-9, c'est au bout des 9 ans de bail. Ça fait partie des choses qu'aujourd'hui, qui sont parfaitement entendables, ça se fait beaucoup. Ce n'est pas un problème, personne ne sera choqué si vous demandez quelque chose comme ça. La dernière ligne, c'est un peu la tarte à la crème. Je sais que c'est pas simple parce que vous allez engager tout un paquet de dépenses. Vous allez avoir votre droit d'entrée de franchise, vous allez avoir éventuellement votre pas de porte de magasin, vous allez avoir vos travaux, vous allez avoir pourquoi pas votre stock, vous allez avoir tout un paquet de dépenses et on n'a pas envie de se rajouter une ligne dont on se dit oui bon alors c'est vrai que c'est contractuel, ces gens-là sont très organisés, machin, ok très bien, je veux dire ils sont pas malfaisants, ils sont pas là pour vous entuber, c'est pas le sujet. Néanmoins, économiser la ligne avocat pour faire viser votre bail commercial, je vous jure que vraiment ça peut vous économiser des nuits blanches. Dans le meilleur des mondes, vous n'avez aucun problème de relation avec votre bailleur. Vous avez remarqué que ces derniers temps, on ne vit pas vraiment dans le meilleur des mondes. C'est un peu le cas partout. Je veux dire, vous pouvez avoir un conflit avec votre bailleur pour n'importe quoi. Si vous avez des clauses abusives, des choses qui vous empêchent de sortir, des clauses particulières mal négociées, des trucs que vous n'avez pas vus, c'est tant pis pour vous. Je veux dire, une fois que vous avez signé au bas de votre contrat, vous avez signé votre bail, c'est plié. En dehors d'un cas de clause léonin, de contrat léonin, de clause abusive, assez rarement reconnue par les tribunaux, vous l'avez dans l'os. Donc, faites un peu gaffe, ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, c'est pas le moment d'en rajouter, c'est vrai, mais je vous jure que c'est... Enfin, moi je trouve ça dingue de se lancer dans un business, de dépenser beaucoup d'argent et de pas mettre 1000, 2000, 3000 balles de plus pour faire viser ça par un avocat. Et j'insiste, spécialisé en bail commercial.
Parce que j'ai même des copains qui possèdent des enseignes, des petits trucs, ils ont 7, 8 magasins, machin, qui avaient pas tellement de moyens, qui ont fait un peu joujou à ça, je donnerai pas de nom parce que ce sont des bons amis, qui ont fait viser leur bail commercial par leur pote qui est avocat en complètement autre chose, en finance, en truc, en machin, et ils se sont retrouvés gros gens comme devant avec un truc mal ficelé. Les avocats, ils ont des spécialités, c'est pas pour rien. Si vous faites viser votre bail par un avocat, faites-le par un avocat spécialisé. Prenez le temps d'en trouver un, allez le voir, payez votre facture et dormez tranquillement à ce niveau-là. Vous aurez, franchement, quand vous lancez un commerce, vous avez largement assez de quoi vous inquiéter pour pas en plus vous rajouter le sujet des relations contractuelles avec votre bailleur. Franchement, ça sert à rien, quoi. Les conseils, quelques conseils pratiques qui ont des trucs qui m'ont été beaucoup rapportés par les gens que je connais dans le développement d'enseigne. Allez sur le terrain. C'est bien. Vous ne pouvez pas confier ce qui va faire votre business et votre vie comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Les agents immobiliers sont des gens souvent très compétents, pas toujours, mais souvent très compétents. Mais rentrer chez un conseil immobilier et lui dire « Oui, bonjour, alors je vends des patates et des poireaux, il me faudra un magasin en centre-ville. » Bon, ça, je vous dis direct, ça ne va pas le faire. Vous commencez par chercher votre truc, vous savez à peu près où vous voulez aller et vous arrivez chez votre conseil immobilier parce que ça, vous ne pourrez pas vous l'épargner non plus, mais avec une idée un peu définie de ce que vous voulez. Alors dans ces cas-là, vous allez sur le terrain, vous regardez ce qui se passe. 2-3 trucs un peu bêtes comme ça qui peuvent paraître bêta, mais quand même. Moi, j'ai un copain qui a une enseigne qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Le Passage du Désir. Il a une vingtaine de love stores en France. Et il a tout fait lui-même, son développement. Il venait de la pub, il ne connaissait pas du tout l'immobilier de commerce. Il s'y est fait assez vite. Lui, son truc, il avait un budget café. Un magasin, il le trouvait sympa, machin. Il dit OK. Et il se posait au café qui était devant le magasin. Il prenait un compte-tour. Vous savez, les compte-tours, vous appuyez à chaque fois que vous voulez passer quelqu'un passer. Il posait devant toute la journée. Il faisait ça une fois le mercredi, une fois en semaine n'importe quand, un mardi ou un jeudi, et une fois un week-end. Et il compte. Et il regarde le nombre de passages jour. Et à côté de ça, il regarde le taux de transformation de son produit, de son enseigne. Et à partir de là, il a un business plan qui tient déjà un peu la route sur quelque chose de sérieux. Vous avez votre comptage à vous, vous avez vu les gens passer, vous avez compté le nombre de clients qui passent devant. Compter le nombre de clients, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut regarder, si vos clients passent devant votre magasin avec des sacs, avec les logos des enseignes, qui sont dans le quartier où vous regardez votre magasin. Parce que si vous avez un passage de dingue, que sur votre passage de dingue, il n'y a pas un mec avec un sac estampillé, je dis n'importe quoi, H&M, Zara et ainsi de suite. Si c'est estampillé Zara, machin, ainsi de suite, mais que dans le quartier où vous êtes, il n'y a pas de Zara, le Zara, il est à l'autre bout de la ville, ben, en fait, ça veut dire que les gens passent devant chez vous, mais ne s'arrêtent pas. Donc, c'est bien, le flux, c'est chouette. Le flux, c'est encore mieux quand ça s'arrête devant chez vous. Donc ça, c'est pareil. C'est des petits trucs auxquels il faut faire quand même un petit peu attention. Même pote, même concept du Passage du Désir. Il voulait s'installer à l'Opéra, rue Aubert. Il avait trouvé un truc, un magasin de fringues indépendant comme il y en avait dans les années 80-90 qui ont beaucoup disparu aujourd'hui. Il trouve un truc, il se dit ouais, le truc est pas mal et tout. En plein milieu de la rue Aubert, CA en face, les Galeries Lafayette derrière, Nespresso de l'autre côté. Pas mal. Pareil, même plan, il reste devant toute la journée. Il se rend compte de quoi toutes les... Je sais plus, j'ai plus le truc en tête, mais encore une fois, retenez l'idée. Il a vous savez, les trucs à Paris, les bus de touristes, les tours Paris-Tour, machin, à 2 étages, longs comme c'est pas permis. Toutes les 20 minutes, il y en a un qui s'arrête pendant 10 minutes. À la fin de la journée, vous faites le compte. Le mec, il est invisible pour la cliente, pour les gens qui passent dans la rue pendant 3, 4, 5 heures. Super. Vous avez vous êtes payé la rue Aubert, ça vous coûte 1 tonne, vous n'êtes pas visible pendant 3 heures parce qu'il y a un bus à 2 étages qui s'arrête devant chez vous. Ah ouais, mais ça, le jour où votre bail il est signé, c'est plié pour au moins 3 ans à votre triennale. Donc, pareil, le terrain, c'est indispensable. Dans les trucs un petit peu, là, je prêche pour ma paroisse, la presse spécialisée, c'est pas inutile. Un peu de culture de secteur. Vous regardez un petit peu ce qui se fait. Nous, on édite la correspondance de l'enseigne, l'Argus de l'enseigne. Je vais y revenir un petit peu rapidement sur les valeurs locatives. Regardez ces choses-là, c'est intéressant. Vous allez apprendre des trucs. Essayez de regarder. Alors, je sais que ça peut être fastidieux, les horaires de mairie, mais c'est pas toujours très marrant. À la mairie, regardez, peut-être jeter un œil au plan d'urbanisme, au PLU, au périmètre de sauvegarde.
un truc tout con, je vous parlais du bus à 2 étages. Si demain matin, dans votre rue qui est super, parce qu'il y a plein de passages voitures, la mairie s'est amusée, comme c'est assez souvent le cas à Paris en ce moment, à changer le sens des rues pour faire diminuer la circulation. S'il y a un plan de PLU qui est prévu à 5 ans et que vous signez 3 ans avant et 3 ans plus tard, vous vous retrouvez avec un sens de rue qui est changé, moitié moins de clients parce que les mecs passent plus devant chez vous, bah, comme qui dirait, c'est un problème. Donc voilà, ça fait quand même partie des choses. C'est vrai que c'est laborieux, c'est pas marrant. Encore une fois, ça peut vous éviter pas mal de déconvenues. Ça, c'est un... J'avais fait il y a un papier il y a longtemps sur la périphérie. Et j'avais eu un garçon qui connaissait bien son sujet, qui s'appelait Ladi Bouzerma, qui était le développeur à l'époque de Viva Art, qui a développé pour plein de grandes enseignes de périphérie. Et je faisais un papier sur les valeurs locatives de périphérie. Et je lui disais, Ladi, c'est quoi pour toi un emplacement pas cher? C'est quoi pour toi un emplacement cher? Pardon, je vous la refais dans le bon sens. Il me dit, c'est un emplacement où je fais pas mon chiffre. Méfiez-vous des bonnes affaires. Un truc pas cher, il y a une bonne raison. Un truc pas cher qui est sur le carreau depuis un moment, il y a 2 bonnes raisons. Faites gaffe. C'est une question de résultat d'exploitation, un business. Hein. Quel que soit le truc que vous vendez, quelle que soit votre activité, ce qui compte, c'est votre bas de ligne. Et dans votre bas de ligne, il y a votre loyer. Si vous avez, je dis encore une fois n'importe quoi, vous avez 10 000 balles de loyer par an, que vous vendez rien, que vous vendez pour 6 000 balles, vous êtes pour 4 000 balles de perte. Ah, c'est bien, vous payez pas cher votre loyer, vous perdez 4 000 balles par mois, bravo quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut se méfier de ça, le côté la bonne affaire quoi. Ah, j'ai trouvé une bonne affaire. Oui, non, t'as pas trouvé une bonne affaire. T'as trouvé un 3A dans lequel personne fout les pieds quoi. Ah oui, bah c'est bien, c'est pas cher, bah, vous avez gagné votre journée. Non, faut faire vraiment gaffe à ça. La bonne affaire en termes d'immobilier commercial, ça arrive, ça existe. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Méfiance. Au bout de votre histoire, il y a votre bas de ligne. Un local, il n'est pas pricé sur le fait qu'il soit joli, il est beau, il est sympa, le mec qui vous le vend a le sourire. Non, il est pricé parce que vous faites du chiffre dedans et qu'il y a du passage devant. Voilà, ça vaut de l'argent. Le reste, c'est zéro. Donc faites attention à ça. Il y a vraiment un risque de tomber sur un mauvais truc. Je vais passer un peu rapidement là-dessus. Encore que je vais essayer de m'y attarder quand même un petit peu. Qu'est-ce qui peut vous permettre de comparer 2 magasins différents avec des loyers différents et de vous retrouver avec avec une valeur locative qui va être en fait le dénominateur commun locatif de ces 2 magasins. C'est un truc qui a été lancé il y a une vingtaine d'années par les grandes agences immobilières spécialisées en immobilier commercial en France. Ce sont les CBRE, les Cushman & Wakefield, les Arthur Lloyd. Et il se trouve que nous, on était dans la cause et qu'on a édité le sujet, qui était une réflexion d'ailleurs très intéressante, qui a été reprise après par la charte de l'expertise, et qui est un système de calcul qui vous permet de rapporter chaque loyer à une valeur unique qui est comparable avec les autres, ce qu'on a appelé la valeur locative. Vous avez un calculateur de valeur locative automatique sur le site de l'Argus de l'enseigne. Vous rentrez vos valeurs avec votre rez-de-chaussée, votre mètre linéaire, votre machin. Boum, ça vous donne quel est votre loyer au mètre carré par an. C'est ce qu'on appelle la valeur locative. Et ce qui va vous permettre de rendre ça comparable avec les autres magasins, c'est que on considère, et c'est fondé, hein, je veux dire, par exemple, que votre rez-de-chaussée, on va le compter à 100% du loyer sur les 10 premiers mètres. Parce qu'on considère qu'un client qui rentre chez vous, sur les 10 premiers mètres, vous allez tous les capter. Sur les 10 mètres suivants, et ça c'est mesuré, hein, vous perdez 50% de votre clientèle. C'est-à-dire que les gens rentrent sur les 10 premiers mètres de profondeur du magasin, vous avez tout le monde. Sur les 10 mètres suivants, vous avez déjà moitié moins de clients. Sur les 10 mètres ensuite, vous avez plus de 30%. Si votre magasin est profond, c'est un couloir, c'est connu. Dire les magasins en couloir, c'est jamais forcément les meilleurs. Il y a des trucs atypiques, un peu sympas, machin. Mais globalement, l'idée, elle n'est pas là. Les suivants, les 10 mètres ensuite, 20%, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous retrouvez, par exemple, les magasins en étage. L'étage est pondéré à 0,30. Le sous-sol commercial à 0,30. Votre surface de réserve, elle est pondérée à 0,2%.
elle est pondérée à 20. Parce qu'on considère que commercialement, c'est une surface morte. Vous ne ferez pas de business dedans. C'est utile à votre commerce parce que vous allez stocker des produits, mais vous n'avez pas de clients là-dedans. Donc, c'est pondéré à 20% de la valeur. Et ainsi de suite. Là, vous le voyez, vous avez votre sous-sol qui est pondéré à 0,3, à 30%. Les surfaces de réserve et annexes, c'est surfaces de bureau et ainsi de suite, à 0,2. Et voilà. Donc, et vous calculez tout ça qui vous donne au final votre valeur locative qui va vous permettre assez rapidement, parce que c'est un outil que vous pouvez faire assez facilement dans la rue. Si vous voyez à peu près la vitrine, vous avez la surface du magasin, vous faites votre surface pondérée. Vous divisez 10% de votre droite au bail, qui est l'amortissement considéré sur un DAB, plus 100% du loyer par la surface pondérée, excusez-moi. Et là, vous tombez sur votre valeur locative. Vous faites ça pour les 3 magasins côte à côte dans une rue qui n'ont pas tout à fait les mêmes loyers, pas tout à fait les mêmes surfaces. Et vous allez pouvoir rapidement voir lequel est plus cher que l'autre. Voilà. Et ça permet en plus, si vous voulez, comme nous on fait de la statistique, on a une base de données sur les transactions de fonds de commerce depuis 30 ans maintenant. Ça nous permet en plus de faire des statistiques de valeur locative sur des rues entières, sur des quartiers entiers, sur des villes entières. C'est ce qui permet de vous dire, par exemple, les Champs-Élysées, c'est 20 000 balles du mètre, et ainsi de suite. Donc vous l'avez pour les centres-villes jusqu'à 600 mètres carrés. Parce que comme je vous disais en introduction, on considère que le centre-ville, c'est beaucoup d'impulsion. L'impulsion, c'est je rentre, ça me plaît, j'achète ou je sors. Et là, on est dans la question des 10 premiers mètres. Sur l'impulsion, clairement, les 10 premiers mètres, c'est ce qui décide l'achat du client. Au-dessus de 600 mètres carrés, on est sur de la grande surface. C'est-à-dire que là, on commence à être dans la destination. Ce qui veut dire qu'on considère que votre rez-de-chaussée est à 100%. Un client qui vient parce qu'il a décidé d'acheter une literie chez vous, mais il va faire le tour du magasin, il va regarder tous les matelas. Donc, si vous voulez, vous ne le perdez pas sur les 10 premiers mètres, ce qui fait que votre rez-de-chaussée pondéré à 100%. Néanmoins, quand bien même vous êtes sur de la destination, on mesure que vous avez une perte de clientèle sur les surfaces de sous-sol ou sur les surfaces d'étage. Elle est moindre que sur les moins de 600 mètres carrés qui sont plus des surfaces de destination, mais néanmoins elle existe. Donc elle est pondérée, moins méchamment, mais elle est pondérée quand même. Et vous retrouvez cette logique qui est déclinée à peu près à tous les types d'emplacements. Là, vous avez les centres-villes, le prochain va encore plus imager le propos, mais là, vous avez les centres-villes de 600 à 3000, on est déjà beaucoup plus dans la destination. Et sur les plus de 3000 grands magasins, là, on considère que le mec qui rentre, il est chez vous pour l'après-midi, donc globalement, tout est de la destination, tout est pris à 100%. Et que ce soit surface de vente du sous-sol au dernier étage, pondération totale. Hop là. Pondérer facilement. Alors ça, le calcul, je ne vais pas vous le faire parce que là, je suis déjà à 33 minutes de crachoir et je vais m'emmêler les pinceaux, c'est sûr. Néanmoins, elle est assez simple. Vous avez un calculateur automatique sur le site de l'Argus. Vous avez tous ces croquis-là gratuitement sur le site de l'Argus. On ne vous donne pas les valeurs locatives gratuitement parce que ça, il faut quand même qu'on vive avec quelque chose. Mais néanmoins, le calculateur y est, les croquis de calcul y sont. Vous pouvez tout à fait calculer facilement vos valeurs locatives. Le site marche très bien sur le téléphone portable. Si vous avez besoin de regarder dans la rue votre magasin, votre truc, tac, 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 ça vous le sort. Ça, c'est plutôt pratique. Oui, alors ça, c'est l'Argus de l'enseigne dont je vous parlais. Vous allez retrouver le calculateur en question. Vous allez retrouver tout un tas de jurisprudence commentée par les cabinets d'avocats spécialisés, les experts en immobilier commercial, sur des points de jurisprudence un petit peu saillants, sur les évolutions du droit au bail, sur les évolutions de valeurs locatives, éventuellement, je vais y arriver, pardon, sur les changements de droit en urbanisme commercial. Vous allez avoir un point assez sérieux et vraiment très poussé, très pointu sur la question. Ça, c'est le module de calcul que vous retrouverez sur le site, qu'on a refait récemment, qui est très récent, qui est vraiment très bien foutu. Là, vous avez tout un tas de statistiques, parce que comme on est gentil, tout n'est pas payant, mais quand même une bonne partie. Vous avez tout un tas de statistiques qui sont quand même en libre accès, vous pouvez retrouver, qui ne sont pas inintéressantes quand vous envisagez d'ouvrir un magasin. Vous avez un top 10, pareil, des valeurs locatives qui sont recensées. Je vous parlais, on fait des statistiques avec la pondération. Les Champs-Élysées à Paris, on est autour de 20 000. L'avenue Montaigne, on est à 11 000 et ainsi de suite. Ça, si vous voulez, sont des statistiques qu'on décline sur toutes les villes de France. Essentiellement,
sur les rues numéro 1, numéro 2, numéro 1 bis et ainsi de suite. Plutôt pas sur les vraiment trucs d'ultra proximité où globalement vous avez quand même moins de densité commerciale. Je vous dis pas qu'on n'en a pas, on en a, mais on fait surtout tout ce qui est rue commerçante, rue marchande, zone de périphérie. On a également des valeurs locatives en centres commerciaux. On est quand même assez complet et assez pointu sur le sujet. Donc vous avez retrouvé, ça c'est un exemple du type de tableau de valeur locative que vous pouvez retrouver sur le site de l'Argus. Où vous avez évidemment la ville, vous allez avoir la rue, vous allez avoir la façade, parce qu'il faut savoir qu'en termes d'emplacement, souvent les emplacements en coin sont souvent meilleurs que les emplacements de façade longue, parce que vous êtes un croisement de rue, vous avez plus de clientèle, vous avez plus de monde qui passe. Souvent ils sont aussi plus grands. Vous avez la taille du linéaire vitrine. Si votre façade fait 3 mètres, ce n'est pas la même chose que si votre façade en fait 10, parce que, encore une fois, c'est d'une logique imparable. Quand vous avez une façade de 10 mètres, un client il va mettre X secondes avant de passer votre magasin. Quand vous avez une façade de 3 mètres, le mec il fait ça en 3 pas, c'est réglé, il est passé devant vous, il ne vous a pas forcément vu. Le type d'activité, parce que c'est important, les loyers et les valeurs locatives ne sont pas les mêmes. Si vous faites du service à la personne, si vous faites du vêtement, si vous faites du meuble ou si vous faites de la bijouterie ou de la restauration, tout bêtement parce que les marges ne sont pas les mêmes. C'est aussi bête que ça. Sur votre produit, les marges ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes capacités de taux d'effort en termes de loyer. Le taux d'effort, c'est ce que vous payez en loyer par rapport à ce que vous faites en chiffre d'affaires. Donc les taux d'effort ne sont pas les mêmes suivant les activités. Donc ça, c'est important aussi. Vous allez retrouver évidemment la valeur du droit au bail, ce qui est payé pour reprendre le contrat de bail précédent. Ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, la crise aidant, vous avez beaucoup d'enseignes qui rendent les clés d'emplacement libre. Dans ces cas-là, soit vous rentrez avec un loyer pur, qui sera plus élevé que si vous payez un droit au bail, soit vous payez avec un droit d'entrée que vous réglez au propriétaire. Voilà. Sachant que le droit au bail et le droit d'entrée sont plutôt des choses qui se font moins qu'avant. On en revoit un petit peu sur les très bons emplacements, parce que la crise aidant... les enseignes ont tendance à se focaliser sur les meilleurs emplacements et à considérer, ce que je vous disais tout à l'heure, mieux vaut payer cher un bon emplacement que payer pas très cher un truc moins bien et sur lequel vous avez moins de garantie, c'est moins défensif. Donc vous avez également, excusez-moi, le loyer, la valeur locative et la date de la transaction. Je vous rassure, là vous avez du 2008, on a du 2023 et 2024 aussi. Donc ça c'est la démonstration, vous avez la ville, vous pouvez choisir la rue. Vous avez évidemment aussi dans la correspondance de l'enseigne qui est l'hebdomadaire pour lequel j'assume la rédaction en chef et pour lequel je suis aussi journaliste, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui recense tout ce qui est développement d'enseigne, plan de développement, rachat d'enseigne, fusion-acquisition, mouvement d'organigramme et transaction de fonds de commerce. Des Chris à Mulhouse où vous avez tout est très détaillé pareil. Vous avez le nom de l'enseigne qui vient, le nom de l'enseigne qui s'en va, le loyer payé, éventuellement de droit d'entrée quand il y en a un, quelques éléments de contexte pour savoir si quel genre d'enseigne la rue abrite, si Chris s'est mis à côté d'Optique 2000, à côté de McDo et ainsi de suite. C'est un bon indicateur parce que une rue où il n'y a pas de commerce, c'est pas une rue pour vous, je vous le dis tout de suite. Le truc, ah oui, il n'y a personne, c'est super, je vais me mettre là comme ça. Non, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Être à côté des petits copains, c'est quand même le sport national et c'est quand même toujours mieux comme ça. Malheureusement, c'est aussi pour ça que c'est là que les valeurs locatives sont les plus hautes. Mais je vous disais tout à l'heure, un bon emplacement, c'est pas forcément un emplacement pas cher. Donc vous allez retrouver, voilà, on a Lyon, Courviton, Marseille, Normal, rue de l'Arrêt. On a des valeurs en centre commercial comme à Euralille, la rue Paradis à Nice qui est aussi fait partie des numéros 1 de centre-ville français. On a même du Saint-Trope qui est pareil, qui est quand même pas donné, le Ceinturier à Nice. Et tout ça, ce sont des choses que vous allez retrouver, ce que je vous disais, sur la correspondance de l'enseigne, sur l'Argus de l'enseigne et sur l'annuaire de l'enseigne. Et j'en profite pour vous le caser quand même parce que l'annuaire de l'enseigne qui est un produit qu'on fabrique depuis plus de 20 ans et qui recense 2000 enseignes en France, qui n'est pas spécialisé franchise, qui regroupe des franchises, des succursales, des coopérateurs, qui les classe par 80 secteurs d'activité. Il y a une douzaine de critères de classement. Qui a sorti cette semaine une étude
que vous pourrez télécharger gratuitement parce qu'on est quand même vachement sympa sur la franchise et le développement avec tout un tas de data assez intéressantes sur le type d'emplacement recherché par les franchises. On n'a pas encore stratifié par secteur, je pense que ça viendra dans un deuxième temps, mais il y a tout un paquet de petits trucs assez sympas à topper. Voilà, j'ai plus de salive ou presque, il m'en reste un peu pour les questions. Si vous avez des questions, je vous le dis, je ne les prendrai pas en particulier derrière, je l'ai trop fait et c'est assez pénible, c'est pas sympa pour les autres, je trouve. Je veux bien les prendre dans la salle par contre. Mademoiselle. Est-ce qu'on a un... Ah bah il y a un micro qui arrive, bougez pas. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous aviez conseillé qu'il était utile de compter l'afflux manuellement avec un compteur. Mais je n'ai pas finalement bien compris en quoi c'était important d'observer si les clients portaient des sacs. Est-ce que c'est bon ou mauvais Je vais vous finalement? expliquer. Non, en fait, il faut faire attention à ce que il faut quantifier votre passage. Voilà, c'est-à-dire le nombre de gens qui passent. Mais une fois que vous l'avez quantifié, c'est bien. Après, il faut le qualifier. C'est qui? Si vous voulez, vous cherchez un magasin, vous êtes dans une rue, vous avez votre contour, vous êtes devant, vous comptez, vous regardez, et vous voyez des gens passer avec des sacs H&M, Zara, machin et tout, et vous vous rendez compte que, ou l'Occitane, enfin je dis n'importe quoi, où il y a quoi? Il y a Monoprix, Picard, et ainsi de suite, bref. Et ces gens-là sont dans la rue où vous êtes. D'accord? Donc en fait, vous voyez que les gens qui passent devant votre magasin sont des gens qui ont déjà fait des courses dans cette rue-là. Bah, vous êtes au bon endroit. Les gens font les courses là où vous êtes. En revanche, si vous avez du passage devant votre magasin avec des sacs d'enseigne qui sont à l'autre bout de la ville, et pas du tout, et que soit il n'y a pas d'enseigne là où vous êtes, soit il y a des enseignes dont les gens n'ont pas les sacs qui passent dans la rue, fatalement, c'est que a priori, ils font quand même vachement moins leurs courses qu'à l'autre bout de la ville où les mecs rentrent avec des sacs de partout. C'est-à-dire que le spot où il faut être, c'est là où les gens trimballent des sacs des magasins où ils sont. En fait, voilà, c'est vraiment, si vous voulez, il y a la quantification qui est importante, fondamentale, mais il ne faut pas négliger la qualification. Ça peut être assez piégeux. Parce que vous pouvez revenir l'an prochain me dire, dites donc, Boutini, il est marrant, mais il me disait un contour et tout, bon voilà, il y avait X nombre de passages, je me suis quand même viandé. Bah oui, mais X nombre de passages, si vous ne savez pas qui passe, et si c'est du flux client qui achète là où vous êtes, et pas qui consomme à l'autre bout de la ville, oui, en fait, il vous manque la moitié de la donnée, si vous voulez. Combien, oui, mais qui? Et ça, c'est pareil, ça peut s'observer. Vous avez plein de boîtes qui font du comptage client, de la quantification extrêmement précise. C'est assez cher, vous n'aurez pas forcément les moyens de vous payer ça, mais c'est un truc que vous pouvez faire un petit peu vous-même assez facilement en quantifiant vous-même et en qualifiant vous-même. Voilà. Et pour qualifier, vous pouvez vous baser notamment sur cet indicateur-là. Est-ce que les gens qui passent dans la rue ont des sacs de magasins qui sont dans cette rue-là? Si c'est des mecs qui sont à l'autre bout de la ville, encore une fois, ça veut dire que les gens vont consommer ailleurs, pas là où vous êtes. Non, c'est trop fort. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir servi de la bouillie pour les chats. Visiblement, j'ai été très clair. Ah non, il y a monsieur là-bas qui trouve que j'ai pas été très clair. Si, j'ai trouvé que tu as été très clair. Simplement, je voudrais revenir sur la pondération des surfaces. Oui. Moi qui suis un peu agent immobilier depuis quelques années, je ne fais pas comme ça. Si peu. Alors, qui a raison? C'est toi ou c'est moi? La pondération des surfaces, là. Parce que la pondération des surfaces... Moi, je tiens compte de l'accessibilité handicapée ou pas. Quand tu as un ascenseur, quand je suis au premier étage, moi, c'est du 1. C'est pas du 0,5 au premier étage. En centre-ville, j'entends. Mais très cher, vous faites comme vous voulez. Oui, merci. Néanmoins, cette charte-là, on peut y déroger. Elle n'a pas de valeur légale. Les gens font comme ils veulent. Mais elle a au moins ce bénéfice-là d'être établie. Elle est partagée par pas mal de monde parce que les experts, elle est reprise par la charte de l'expertise. Globalement, les experts immobiliers, à quelques détails près, se basent quand même beaucoup là-dessus. Après, si vous faites différemment, je ne vais pas vous faire un procès, faites comme vous voulez. L'essentiel étant que... Mais après, je veux dire, quelque part, elle a ce bénéfice-là d'être assez immuable et de s'adresser à tout le monde. Si vous avez la vôtre, qu'elle marche bien pour vous et qu'elle vous permet à vous de comparer la valeur locative d'un magasin à un autre, c'est bien aussi, j'ai envie de vous dire. Mais je vous enjoins néanmoins... Non mais si vous voulez, le truc, et c'est vrai que
là où elle a un petit intérêt, c'est on l'a utilisée pour compiler de la data depuis 30 ans et qu'elle permet en fait de comparer l'évolution des valeurs locatives sur le temps long avec une base de données qui est quand même, je sais plus, j'ai fait le compte, j'ai fait le compte la dernière fois avec le Presta qui s'occupe de nos sites, je crois qu'on est à plus de 20 000 données de valeurs locatives signées, en plus c'est pas de la mise à prix quoi. Et quand il a été question de revoir la charte de pondération avec les grandes fédérations d'experts immobiliers, il y en a un qui a dit au bout de la table, et dire moi je suis ni au syndicat et aux fédérations d'experts, je suis affilié à absolument personne, mais il y a un mec au bout de la table qui dit ouais changez pas trop le truc, c'est chiant parce qu'on a quand même la base de données de machin, elle tient la route, elle nous est utile, si on fout tout par terre ça va être pénible quoi. Donc voilà, elle a cet avantage là d'être plus ou moins universelle, moins visiblement. Et cette nouvelle charte, elle date de quand ? La première version date des années 90. Début des années 90, je dis peut-être une connerie, mais je ne dois pas être bien loin. Il y a une deuxième version qui a été refaite au début des années 2000, et il me semble, et la dernière a 5-6 ans, je crois, à peu près. Je sais qu'à moins que ça, elle a 3-4 ans. Je dis des conneries, elle doit avoir 3-4 ans. Ah, madame devant. Qu'est-ce que vous voulez dire tout à l'heure par une locomotive dans les centres commerciaux, s'il vous plaît? La locomotive, c'est ce qui fait venir les gens. J'ai peut-être pas été très clair, mais dans un centre commercial, vous avez, je vais être très schématique, 150 boutiques de 50 à 150 mètres carrés qui sont de la pure impulsion. Du magasin, vous trouvez ça sympa, ah c'est chouette, tiens, j'en ai pas forcément besoin, je vais quand même me le payer parce que ça me fait plaisir, je trouve ça joli, ça me plaît. Bam, impulsion. Locomotive, destination. Quand vous allez chez Carrefour, dans l'hyper Carrefour du centre commercial de je ne sais pas où, Rony, Parly 2, Vélizy 2, voilà, vous y allez pour faire vos courses. C'est la locomotive. Ça fait venir les gens. C'est ce qui tire. En fait, on appelle ça la locomotive parce que c'est ce qui tire le flux du centre commercial, tout bêtement. Voilà. Parce que c'est pour ça que les gens viennent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que le modèle du centre commercial en France, quand les gens critiquent le modèle du centre co en France en prenant le modèle américain, on est au niveau d'un ridicule achevé ou de gens qui connaissent que dalle. Parce que le centre commercial américain, il est basé sur les department stores. Les department stores, chez eux, c'était l'équivalent un peu d'un CA en France. C'est des magasins qui vendaient de la fringue, du petit mobilier, des machins, des trucs. La force des centres commerciaux français, c'est qu'ils sont basés, le modèle, c'est un hypermarché alimentaire où les gens vont faire les courses, dire pour bouffer, quoi. Enfin... vous pouvez vous passer de votre 20e t-shirt de l'année. Vous pouvez pas vous passer d'aller chercher les céréales du petit, quoi. Enfin, il va vous en vouloir, sinon. Vous allez passer un mauvais week-end, quand même. Non, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que ça s'appelle une locomotive. C'est ça qui tire le centre commercial. C'est ça qui tire le flux. Voilà. Et c'est pour ça que, en France, le modèle des centres co, en matière de locomotive, c'est de l'alimentaire. Il y a eu des tests réalisés en France assez peu, avec des locomotives qui étaient des locomotives de loisirs, qui n'étaient pas des locomotives alimentaires. Et je vous prie de croire, ça n'a pas été des réussites partout, quoi. Pour ainsi dire, nulle part même. Et qu'ils ont converti la patinoire en Carrefour en moins de 2, quoi. Est-ce que... Ah, au fond de la salle, madame. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du centre commercial de Bercy 2 qui est en décrépitude, et qu'est-ce que vous pensez des études qui sont faites sur des commerces qui fonctionnent très bien, et avec les problèmes de la mairie de Paris qui fait que des vélos, le chiffre d'affaires de tous les commerçants de la rue de Charenton par exemple ont baissé de 30%. Et la maire est très gentille, disent le chiffre d'affaires a augmenté. Non. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez quand on s'est engagé comme ça. Ouais, alors, c'est plusieurs sujets différents. Bercy 2, effectivement, on n'était pas au niveau du Dead Mall américain quand même. Hein. Néanmoins, c'est vrai que c'était pas ce qui cartonnait le plus, et c'est le moins qu'on puisse dire dans les centres de première couronne. Mais alors, les centres de première couronne, il faut savoir qu'il y en a quand même pas mal. Il y a Bercy 2, il y a Montreuil, il y a... je sais plus comment il s'appelle. Mais qui sont des trucs qui n'ont pas été refaits depuis un moment.
Et on commence à y arriver. Bercy 2, ils sont en train de requalifier le site complètement. Je crois qu'il y a un gros projet de requalification du centre. Ils vont refaire le centre, ils vont recommercialiser. Il y a tout un truc qui est en train de se faire. Ça, pour le coup, ils sont en train de travailler dessus. Je le sais parce que j'ai vu un truc passer dessus il n'y a pas longtemps, chez nous. La rue de Charenton, je ne suis pas à l'aise pour vous en parler parce que je connais pas bien le sujet. Je ne l'ai pas traité récemment, donc si je vous dis un truc, ça va être n'importe quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que clairement, vous n'êtes pas les seuls, que vous pouvez en parler aux commerçants de la rue de Rennes, dont le bas de la rue de Rennes est une véritable catastrophe, parce que pour effectivement les raisons que vous soulignez, qui peuvent être autres, mais qui globalement ont la même origine, c'est-à-dire la mairie de Paris, ils ont mis des barrières à des endroits où il y avait des passages piétons. Ça a totalement détourné le flux, les mecs ne voient plus un client au Carrefour Saint-Germain. Il y a des endroits où c'est une cata totale. Alors, ça reste le Carrefour Saint-Germain, ils vont s'en sortir. N'empêche que la chute de fréquentation, elle n'est pas triste. Si vous m'emmenez sur le terrain de la mairie, je vais m'en sortir de la façon suivante. J'étais à Bercy pour la présentation il y avait la ministre du Commerce sur la réforme du droit au bail et le compte-rendu du Conseil national du commerce. Les préfets de région et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, étaient là pour les JO. Je peux vous dire qu'eux-mêmes, qui c'est quand même la haute administration, s'arrachent littéralement les cheveux, enfin pas Laurent Nunez en l'occurrence, parce qu'ils ont décidé d'élargir le périmètre d'ouverture du dimanche des commerces parisiens pendant les JO. Et qu'il y a des zones qui étaient déjà décidées, ils sont en train de l'élargir, ils ont donné le dossier à la mairie de Paris. On va arriver fin mars. La mairie de Paris n'a toujours pas répondu. Voilà. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, ça vous donne une petite idée. Non, voilà, en termes de commerce, c'est... Bref. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis voilà, je ne répondrai pas aux questions ici. Bon, néanmoins, on a nos journaux, nos trucs, on a un stand au bout à l'entrée. Si vous voulez venir récupérer de la doc, des trucs que ça vous intéresse, n'hésitez pas, on a 2-3 trucs en libre accès. Merci beaucoup.